Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Espace Éthique Île-de-France. Pour ceux qui êtes présents dans la salle ce soir ou à distance, cette rencontre s'inscrit dans le cadre des États généraux de la bioéthique qui vise à réfléchir en société avec des débats citoyens sur les évolutions de la biologie et de la médecine en vue d'une prochaine loi, d'une prochaine révision des lois de bioéthique. L'atelier qu'on organise ce soir porte sur la génomique. Merci beaucoup à nos intervenants qui ont accepté de nous éclairer. Il se déroulera en deux parties. Une première heure pendant laquelle nos intervenants apporteront des éléments de toute nature pour nous mettre à niveau sur ces questions. Et une deuxième partie où on demandera symboliquement aux experts de descendre de la tribune pour remettre de l'horizontalité dans les débats. Et un débat qui sera scandé avec un outil interactif où on vous posera un certain nombre de questions, vous permettra de vous prononcer, d'argumenter, de vous positionner. Surtout, sentez-vous très très libre de participer à ces votes et à cette discussion. Ça nécessite aucun préalable particulier et on est vraiment voilà dans cette deuxième partie à l'écoute de vos opinions, de vos arguments, de vos convictions pour que le débat soit le plus riche et diversifié possible. Notre rôle après, ce sera après l'animation de Paul Louvel-Dubuc, qui est philosophe et responsable du pôle recherche à l'espace éthique. On fera une synthèse de ce débat, comme de tous les autres que nous organisons d'ici avril, qui sera transmise au CCNE, comme le font tous les espaces éthiques régionaux sur ces débats. Le temps Ouais, il y a un téléphone qui sonne. Tout est normal, c'est le direct. Merci de votre présence, de votre participation. Et je passe la parole à Paul Lou qui va introduire le sujet et présenter les intervenantes et les intervenants. Bonne soirée à tous. Bonjour à toutes et tous. Le sujet du débat de ce soir, c'est une génomique de routine. Alors pourquoi ce titre? Je vais essayer d'introduire en quelques mots la discussion et le débat qui va suivre. Alors, euh, pourquoi ce titre donc? D'abord, le nombre d'examens génétiques, on parle d'examens génétiques hors dépistage néonatal, a beaucoup augmenté ces dernières décennies en France et dans le monde. Augmentation rendue possible par la diminution du coût des séquençages et encouragée en France par un plan national, le plan France Médecine Génomique 2025, qui a été lancé en 2016. Ce plan prévoyait de monter progressivement en puissance dans la capacité de séquençage des génomes et de transformer le système de soins afin que, je cite, sur tout notre territoire, l'ensemble des patients concernés par des cancers, maladies rares ou communes bénéficient d'un accès privilégié et inscrit dans le parcours de soins à la médecine génomique fondée sur le séquençage de son génome. Le mot routine, euh, je ne l'ai pas choisi moi-même, il figure dans le rapport du plan France Médecine Génomique 2025. Donc le but est bien d'inscrire la génomique dans la routine du soin, dans l'ordinaire des pratiques de soins. Quelques mots maintenant sur le cadre légal, le cadre réglementaire en génétique. Une personne ne peut se voir proposer un examen génétique que dans deux types de situations différents. Soit elle est exposée à un risque de développer une maladie grave qui a été identifiée en raison d'antécédents familiaux, l'examen pouvant être réalisé à l'initiative de cette personne, sur proposition du médecin ou à la suite d'une information révélant la présence de gènes pathogènes chez des apparentés. Vous avez un frère qui lui-même a eu un test génétique positif et qui vous a informé de la possibilité qu'il en soit de même pour vous, que vous soyez aussi porteuse ou porteur d'une mutation, où un diagnostic a été posé et la maladie est donc déclarée. Et là, l'objet de l'examen génétique, c'est d'affiner le diagnostic pour orienter la prise en charge. Dans tous les cas, le point le plus important sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'un examen génétique, il est toujours prescrit par un médecin qui, le plus souvent généticien, ou par un conseiller en génétique sous la responsabilité des médecins,
toujours prescrit pour une personne particulière, en tenant compte, ce sont les préconisations de la Haute Autorité de Santé, de l'utilité médicale de l'examen, mais aussi de ses conséquences psychologiques potentielles, du contexte familial, de l'existence ou non d'un projet parental et de la possibilité d'examens alternatifs éventuellement moins coûteux. Il y a deux implications corrélatives de cela, du fait que voilà, la prescription par un médecin est la porte d'entrée, l'unique porte d'entrée vers l'examen génétique. Il n'existe pas en France de dépistage génétique en population générale, hors dépistage néonatal à la naissance pour toutes les personnes qui naissent. Et par ailleurs, les tests génétiques en libre accès sont interdits. Voilà. Après, c'est quelques points de cadrage. Je vais poser quelques questions à nos intervenantes et intervenants que je vais d'abord présenter tous. Donc, nous avons autour de cette table, de gauche à droite, pour ceux qui nous regardent en présentiel, Marianne Tavenet, qui est ambassadrice au sein de l'association Génétique Cancer, qui est également journaliste et documentariste. Dina Zielinski, qui participe à la même association. Pardon, je vais le faire. Ouais. Ah. Qui participe donc à la même association, mais qui est également généticienne. Xavier Jeunemaître, qui est professeur des universités praticien hospitalier, qui est généticien euh, à l'université Paris-Cité et qui exerce donc la médecine à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital Georges Pompidou. Sylvain Bell, qui est sociologue et chargé de recherche à l'INSERM. Et enfin, Sandrine de Montgolfier, qui est maître de conférence, titulaire de la chaire d'excellence SHS1K à Aix-Marseille Université. Voilà. Alors, je vais commencer par vous, Marianne Tavenek, qui participait donc au titre de votre expérience en tant que patiente, mais également comme auteur d'un documentaire sur le cancer du sein. Est-ce que vous pourriez nous raconter le chemin qui vous a mené à un test génétique pour les mutations BRCA1 et BRCA2 et comment vous l'avez vécu? Oui. Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Marianne, j'ai 47 ans. Et en 2022, ma tante, qui en était à son troisième cancer du sein, ma tante du côté de mon papa, a envoyé un email à toute la famille pour nous annoncer qu'elle avait fait un test génétique. Elle était porteuse de la mutation BRCA2. Mon papa, à l'époque, était en récidive d'un cancer de la prostate agressif. Et donc, immédiatement à ce moment-là, il a pris rendez-vous, enfin, il a eu la possibilité de faire aussi, lui, un test génétique. Il a eu les résultats assez vite. Je l'ai accompagné le jour des résultats. C'était à Saint-Brieuc. Et donc, mon papa s'est révélé également porteur de la mutation génétique, ce qui n'était pas une surprise. Et donc, à ce moment-là, c'est là qu'a commencé vraiment le parcours pour moi. Puisque ce jour-là, j'ai eu un courrier voilà, stipulant que mon papa était porteur de la mutation. Moi, j'habitais en région parisienne, j'ai pris rendez-vous à l'Institut Curie. Il faut savoir qu'il y a quand même un délai d'attente, parce que c'était il n'y a pas si longtemps quand même. Moi, j'ai attendu 3 mois pour avoir un rendez-vous. Donc avec tout ce que ça peut comporter d'attente et de stress. Rendez-vous que j'ai dû annuler pour cause professionnelle et donc il a fallu que j'attende à nouveau 3 mois pour avoir un rendez-vous. Et donc j'ai fini par avoir un rendez-vous au mois de janvier 2023. C'est vrai que de par ma profession de journaliste, j'étais déjà le fait de savoir que ma famille était touchée, j'avais déjà fait pas mal de recherches. Et donc le jour où je me suis présentée à l'Institut Curie, déjà j'ai pu faire le test le jour même, tout de suite, puisque voilà, je voulais vraiment et je connaissais les tenants, les aboutissants. Alors pour le coup, le test génétique, ça se passe vraiment de manière très simple puisque c'est juste une prise de sang et un prélèvement salivaire à Curie.
Donc ça, c'est assez facile. Enfin, il n'y a pas de douleur. Voilà. On nous explique, j'ai pas trop de souvenirs de cette journée-là. Je pense qu'on m'avait déjà quand même expliqué pas mal de choses, sur les tenants et les aboutissants, éventuellement du résultat. Mais j'ai un peu oublié, mais j'étais surtout pressée de faire ce test. Mais il a fallu que j'attende, 4-5 mois, je pense, oui, j'ai eu les résultats fin mai, 2023. Ce jour-là, j'y suis allée toute seule, ce qui est, je pense, qui était je ne conseillerais pas. Si c'était à refaire, j'irais accompagner. Voilà, parce qu'encore une fois, je me sentais, peut-être plus capée, plus équipée que quelqu'un qu'un patient lambda parce que, voilà, je m'étais beaucoup informée. Mais c'est vrai que, en fait, ce jour-là, quand je suis rentrée dans le bureau et que avant qu'on m'annonce les résultats, bon, il se trouve que la feuille était déjà sur le bureau et que j'ai vu que j'étais positive avant même que, le conseiller en génétique me l'annonce. Donc, c'était un petit peu particulier comme moment. Et puis, bah, je pense que j'ai été un peu dépassée quand même par l'ampleur de cette annonce parce que, voilà, j'ai quand même été très émue, et en fait, j'ai surtout été, en colère parce que, bah, dans ma famille, en fait, on a quand même été tardivement, diagnostiqués, puisque, bah, il avait quand même fallu attendre, enfin, entre mon père et ma tante, on en était quand même à 4-5 cancers. Leur papa était décédé d'un cancer du pancréas, donc il faisait aussi partie enfin, ouais, ça aurait dû alerter, sans doute des médecins avant et surtout, mon grand-père avait des frères et sœurs qui avaient développé des cancers de la prostate et des cancers du sein. Donc c'est vrai que moi, c'était vraiment ce sentiment-là que j'ai eu ce jour-là, parce que en plus j'avais déjà des cousins-cousines qui avaient, fait le test qui s'était avéré négatif pour tout le monde, fort heureusement. Et donc j'étais la première d'une nouvelle génération, en fait, à être porteuse, enfin, à avoir connaissance, de la mutation, génétique. Donc c'est vrai que, voilà, c'est ce moment, je me suis, bah, c'est un mélange de plein d'émotions, ces résultats de tests et j'ai le souvenir d'avoir été sollicitée pour faire partie d'études. Ce que je trouve évidemment, formidable et j'ai dit oui et j'ai signé tous les papiers, et je comprends parce qu'ils m'avaient sous la main, donc évidemment, c'est plus pratique de le faire ce jour-là. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai eu l'impression presque, de passer la moitié de ce rendez-vous à faire ça, ce qui était un peu particulier. Et puis surtout, je pense que quand on nous annonce qu'on est porteur de la mutation génétique, en fait, on attend beaucoup de ce rendez-vous. C'est-à-dire qu'on pense que déjà, on va nous donner toutes les explications, qu'on va déjà être dans l'action, dans moi, j'avais déjà la conviction que je voulais faire une mastectomie préventive, mais donc du coup, j'avais envie que ce ren dans ce après en sortant de ce rendez-vous, en fait, que tout allait déjà être bien tracé. Or, ce n'est pas l'objet de ce rendez-vous, mais je pense qu'il y a une frustration quand même à ce moment-là, parce qu'il faut attendre de pouvoir, d'avoir, un rendez-vous ensuite avec le gynécologue et avec un chirurgien pour aborder vraiment, en fait, les possibilités de médecine préventive, qui s'offrent à nous et donc c'est vrai que, voilà, moi, de tout mon parcours, parce que j'ai fait, depuis, l'annexectomie et la mastectomie préventive. Mais c'est vrai que de tout mon parcours de soins, le résultat du test génétique est le moment le moins agréable de mon parcours. Où voilà, alors après peut-être qu'il tenait aussi à la personnalité de la personne qui m'a reçue pour les résultats du test, mais c'est vrai que je pense que et comme le disait Paulou, moi j'ai réalisé un documentaire sur, tout mon parcours de soins et donc du coup j'ai échangé avec énormément de personnes et j'ai reçu pas mal de témoignages et c'est vrai que le test génétique et le résultat sont un moment absolument clé de nos parcours parce que, c'est vraiment qu'à partir de ce moment-là qu'on bascule dans,
dans un suivi très poussé ou la médecine préventive, ou sinon on va nous dire que voilà, on n'a pas lieu d'être surveillé. Mais c'est vrai que c'est un moment de bascule en fait, et je pense que, ben, contrairement à nos gynécologues, à nos chirurgiens avec qui on va vraiment nouer une relation de confiance parce qu'on va les voir régulièrement, hem, quand normalement on arrive à voilà, à les enfin on les choisit d'ailleurs, parce que je pense que quand on se sent pas à l'aise, bah, voilà, on a la possibilité de le dire et éventuellement d'aller avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que là, les conseillers en oncogénétique, on n'est pas amené normalement à les revoir, et donc voilà, on les voit une seule fois. Moi, c'était pas la même personne qui m'avait reçue pour faire le test et pour le résultat. Donc il y a pas cette proximité avec les patients, qu'il peut y avoir, à d'autres moments de notre parcours. Et pourtant, je pense que voilà, c'est un moment, clé où on aurait peut-être besoin d'être un peu plus accompagnée. Moi, j'étais déjà, suivie, par une psy à l'extérieur parce que j'étais aidante de mon papa depuis, plusieurs années. Ma maman avait aussi eu un cancer du sein qui n'était pas génétique, mais donc j'avais éprouvé le besoin d'être suivie. Donc je leur en avais fait part et je savais que, ben, en sortant, j'allais pouvoir prendre rendez-vous, voilà, pour pouvoir discuter de tout ça. Je me souviens plus si on m'avait proposé de voir à ce moment-là, une psy ou pas, dans du test génétique. Je sais qu'on me l'a demandé pour, la mastectomie. Mais voilà, je sais que du coup, on a eu pas mal de témoignages que j'ai un peu redemandé là aux gens de l'association, pour redire s'il y avait eu, des choses qui leur avaient déplu, pendant les tests génétiques, ou au contraire des choses qui étaient bien aussi. Et c'est vrai que voilà, il y en a quelques-unes qui ont assez mal vécu, aussi ce moment-là. Or, voilà, c'est des moments clés de nos parcours. Après, il y en a aussi pour qui ça se passe très bien. Moi, j'ai une jeune femme que j'ai suivie lors du résultat de son test dans mon documentaire, et qui avait la chance, en fait, toute sa famille avait fait les tests génétiques avec la même oncogénéticienne, et qui, à chaque fois, c'était à l'ICO, quand ils demandaient à prendre rendez-vous avec elle, en particulier parce qu'elle avait suivi les autres membres de la famille, on accédait à leurs demandes, et ce qui fait que vraiment cette personne connaissait, vraiment, un nombre de personnes de la famille. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'effectivement, elle, du coup, elle a vraiment été reçue, d'une manière, très empathique. Et il se trouve qu'en plus c'était une jeune femme, elle avait 24 ans. Mais donc voilà, donc je sais on a tous des expériences très, très différentes, je pense, de ces tests-là. Mais c'est sûr que c'est des moments importants, et en ça, je trouve ça intéressant de pouvoir, voilà, se poser des questions sur, comment on le ressent. Est-ce que parmi les femmes que vous avez rencontrées, vous avez rencontré des femmes qui auraient voulu avoir des tests génétiques et qui n'ont pas pu Oui, alors ça revient pas mal, dans les témoignages que j'ai pu recevoir. Alors moi-même, je me suis beaucoup renseignée pour pouvoir être capable un peu de leur répondre, mais effectivement, il y a des femmes qui sont frustrées de ne pas pouvoir faire des tests génétiques. Alors il y a plusieurs cas de figure. Parfois, elles ont un membre de leur famille malade, hein, qui ont fait un test génétique et où on n'a pas, détecté de mutation connue, et dans ce cas-là, il y a absolument aucune raison de faire le test, aux apparentés. Mais moi, je sais que j'ai passé peut-être 1 heure et demie au téléphone une fois avec une patiente comme ça, où j'ai essayé de lui expliquer, de vulgariser ça, et je me dis: «Bah, là, normalement, ça a dû être expliqué, non, c'était sa sœur en l'occurrence». Je comprends que ça soit compliqué, mais par exemple, dans ce genre de cas, bah, comme cette personne-là n'a eu personne, puisqu'elle, elle peut pas passer le test, en fait, Mhm. elle n'a pas eu de contact avec un soignant pour pouvoir lui expliquer pourquoi elle, on lui a pas fait le test. Et ça, on a, je pense, pas mal de témoignages comme ça, où là, ça, on a énormément de cas aussi de personnes malades, en fait, qui ne veulent pas faire le test génétique, et donc avec leurs apparentés qui, eux, bah, voudraient absolument pouvoir faire le test parce que, la personne malade, refuse. Donc ça, on a des exemples de personnes qui y sont arrivées, mais souvent, à force de quand même de motivation et de nombreux courriers, de nombreuses, relances. Et ça a l'air très inégal aussi en fonction, enfin, sur l'ensemble du territoire.
les accès sont plus ou moins faciles. J'ai l'impression que, parce que moi j'en ai pas mal discuté du coup avec les équipes de Curie, j'ai l'impression que la Curie sont quand même très ouverts et qu'ils essayent vraiment de faciliter quand même les choses dans ces cas-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a un manque d'information ouais, pour ces personnes-là, mais qui est normal, puisqu'en fait, elles ne sont pas amenées à être en consultation d'oncogénétique. Et pour le coup, les médecins traitants, je pense, qui sont encore complètement ignorants, beaucoup, en fait, de ces problématiques-là, ou même encore certains gynécologues, et que ben, c'est ce qui fait, voilà, c'est ce qui fait que ces personnes-là ne vont pas forcément trouver de réponse et qu'elles se tournent vers nous, associations, et qu'on essaye de leur apporter des réponses un peu scientifiques. Parce que moi, ça m'a pris du temps de bien comprendre pourquoi certains faisaient les tests, d'autres pas. Enfin, et on a aussi des cas de gens qui ont fait des tests il y a longtemps et qui ont découvert que maintenant le panel était plus important et que personne ne les a informés bah, qu'il faudrait en fait peut-être faire aussi des tests génétiques. Donc ça arrive, je ne sais pas quels sont les protocoles là-dessus, mais ça, il y a aussi des familles comme ça, ce qui doit montrer quand même qu'il va y avoir des soucis à un moment où en tout cas ces personnes-là ne sont pas suivies ou tracées et recontactées quand il y a des nouveaux gènes qui sont découverts. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Dina Zielinski. Est-ce que vous pouvez, comme Marianne, nous parler de votre parcours? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Mon histoire est très différente de celle de Marianne et je trouve ça quand même bien parce qu'on peut compléter les deux histoires. Donc, je suis aussi ambassadrice de l'association Génétique Cancer et je suis aussi mutée. Mais je ne serais pas là ce soir. Je n'aurais pas été invitée si je ne suis pas née aux États-Unis où j'ai eu accès à mon génome. Donc, je suis chercheuse également en génétique et quand j'ai travaillé à Boston, je me suis inscrite dans un projet de recherche où ils cherchaient des témoins. Et du coup, j'ai eu tout mon génome en 2015 et c'était gratuit parce que c'était dans le contexte d'un projet de recherche. J'ai eu le génotypage de mon génome aussi avec 23andMe, qui est interdit en France. Mais je dis ça, pas ça pour culpabiliser, c'est juste factuel. Mais comme toutes les choses, toutes les différences entre les États-Unis et la France, je trouve que la meilleure solution est toujours quelque chose au milieu. C'est pas bien non plus de démocratiser l'accès au génome sans le contexte clinique, sans l'expertise des cliniciens, des généticiens. Mais c'est pas non plus bien d'interdire tout accès à son propre ADN. Donc, j'espère qu'on va bientôt trouver un équilibre, surtout avec les prix. Enfin, c'est vraiment les avancées dans la technologie et le fait que les prix soient beaucoup plus bas qu'avant. Donc, pour mon histoire, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein à l'âge de 37 ans en 2023. Et c'était à ce moment-là, en fait, j'étais dans la salle de consultation à l'Institut Curie. Et même en tant que chercheuse, je ne savais pas que si peu de femmes au-dessus de 40 ans étaient diagnostiquées d'un cancer du sein. En fait que 5% environ des patientes atteintes d'un cancer du sein. Et je sais aussi que le cancer n'est pas une maladie héréditaire, mais je me suis dit quand même, bah, j'ai mon génome, je vais jeter un coup d'œil. Et je ne m'attendais pas du tout à trouver quelque chose. Mais j'étais dans la salle d'attente. J'ai regardé de nouveau mon génome parce qu'ils n'ont rien trouvé à l'époque. Et effectivement, j'ai trouvé une mutation dans le gène ATM. Ce gène n'est pas dans le panel en France. C'est dépisté dans le contexte d'un cancer du sein en Angleterre, en Suisse, en Belgique, je crois, parce qu'on a quand même, j'ai été mise en contact avec des porteuses d'une mutation ATM en France, en Suisse, en Belgique et en Angleterre.
mais c'est parce que c'était dans un autre pays où ils étaient séquencés. Et il y a des bonnes raisons pour lesquelles ATM n'est pas dans le panel. Et je comprends parfaitement, c'est parce que ça ne modifie pas la prise en charge. Euh, et il y a des règles qui ont été décidées par tout un comité pour choisir les gènes HBEC pour le cancer du sein et des ovaires. Et du coup, voilà, j'ai trouvé ma mutation. Ce jour-là, j'ai rien dit parce que, comme une bonne bioinformaticienne, je voulais vérifier mes analyses. Et du coup, après, j'ai quand même envoyé un message à un ami oncologue et j'ai dit, bah, je sais que c'est étonnant, mais je pense que j'ai bien une mutation à risque pour un cancer du sein. Et elle m'a mise en contact avec l'équipe d'oncogénétique à Curie. Et moi, j'ai pas eu d'attente. Et je pense que ces attentes, c'est parce qu'ils priorisent les patients diagnostiqués, ce qui est quand même une bonne chose. Donc, j'ai rencontré l'équipe d'oncogénétique presque tout de suite, même si ça n'allait pas forcément modifier la prise en charge. Et ils ont mis quand même 4 mois à peu près pour annoncer les résultats. C'était le jour après mon anniversaire, je me souviens bien. Mais bon, ils ont trouvé la même mutation que j'ai trouvée moi-même, ce qui a quand même validé mes recherches. Ils ont aussi séquencé ma tumeur. Ils ont trouvé la perte d'hétérozygotie, donc la perte de la deuxième copie de ce gène. Donc, ça a très probablement déclenché mon cancer, même si on ne peut pas être 100% sûr. Ah, la petite Merci histoire. beaucoup. Est-ce que vous pouvez simplement... Alors, j'ai deux questions, si possible, avec des réponses assez rapides. Vous avez parlé du séquençage de la tumeur. Est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer qu'il y a le séquençage du génome constitutionnel et le séquençage du génome de la tumeur? Et par ailleurs, je voulais aussi que vous reveniez sur les différences entre le système de soins états-unien et le système de soins français. Vous en avez parlé. Mais essayer de pointer peut-être quelques grandes différences. On a compris que d'un côté, il y avait un accès beaucoup plus aisé au génome, de l'autre, des restrictions plus importantes, mais dans quoi ça se manifeste concrètement? Si vous pouviez trouver trois différences ou quatre différences, peu importe. D'accord, je vais essayer. Bon, ça tombe bien parce qu'on a fait un webinaire hier soir avec l'équipe d'oncogénétique à Curie sur les cancers héréditaires. Et du coup, les personnes comme nous, les personnes mutées, si vous voulez, on a des mutations au plan constitutionnel, c'est-à-dire que la mutation est dans toutes les cellules dans nos corps. Et sur les mutations tumorales, euh, aussi, ça s'appelle aussi somatique. Ce sont les mutations qui se trouvent que dans la tumeur. Même si c'est pas une maladie héréditaire, les gènes sont toujours impliqués dans le cancer. Et c'est quand il y a des coups à l'ADN, après certains coups, ça déclenche un cancer. Et les cellules de la tumeur, ça ressemble à nous, mais c'est pas vraiment nous. C'est chaotique, il y a des mutations partout. Euh, Merci beaucoup. Parfait. Non, non, très clair. Et Grande différence, si vous voulez. bon, je peux pas parler en tant que patiente parce que je n'étais jamais suivie aux États-Unis depuis quand j'étais bébé. J'ai jamais été malade de ma vie. Mais déjà, en tant que patiente, il y a beaucoup plus de distance entre les soignants en France qu'aux États-Unis. On ne tutoie ou vous voit en anglais, ça n'existe pas. On n'a pas cette barrière. Nos médecins nous appellent par nos prénoms. Donc, quand on m'appelle à l'Institut Curie, Madame Zelinsky, ça fait vieille dame. Pour moi, c'est trop formel, bizarre. Pour quelqu'un qui nous regarde sous toutes les coutures, c'est trop bizarre de mettre toute cette distance. Et je sais qu'il faut quand même une distance professionnelle, mais j'avais l'impression que c'était un peu trop. C'était même qu'on nous déshumanise parfois. Et moi, j'ai eu des très bonnes expériences avec certains soignants et c'était un peu binaire. C'était tout ou rien. On m'a vraiment vu comme l'équipe d'oncogénétique, comme la patiente qui je suis, c'est-à-dire une chercheuse
des patientes et une autre équipe que je ne vais pas nommer qui n'a pas du tout apprécié le fait que j'ai posé beaucoup de questions. Et c'est très blessant. Mais ceci dit, sur le plan, je sais pas, génétique, il faut quand même une prescription aux États-Unis pour avoir un test génétique, mais on peut quand même aller sur les sites web. Il y a maintenant des sites web où on peut demander, payer des centaines de dollars et avoir accès à son propre génome. Et on peut même aussi demander un échange avec des généticiens. Donc, c'est vraiment, même les tests que j'ai faits en 2013 avec 23andMe, ils sont très frileux quand même quand ils retournent les résultats. Il y a toujours des explications de tous les résultats. Mais aux États-Unis, il faut quand même... personne se fait vraiment séquencer. Et même si on achète des tests, les gens, ils regardent une fois et après, ils reviennent presque jamais au site comme 23andMe. Donc, en fait, c'est très niche. Il y a quand même très peu de gens qui s'intéressent vraiment. Mais côté génétique, on séquence beaucoup plus de gènes, notamment dans le cancer du sein. Par exemple, mon gène est dans le panel aux États-Unis parce que le risque est quand même bien établi, même si mon risque à vie, c'était entre 20 et 30%. C'est beaucoup moins qu'une porteuse BRCA. Et encore une fois, ça n'a pas vraiment modifié ma prise en charge. Mais le fait d'avoir une mutation, je pense vraiment aussi à faire une mastectomie totale. Si je n'étais pas porteuse, je ne pense pas que je le ferais. Donc, c'est quand même bien d'avoir ces informations. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire que tout le monde ait accès à leur génome non plus. Comme j'ai dit, il faut vraiment trouver un équilibre entre l'interdiction totale et la démocratisation qu'on fait aux États-Unis. Merci beaucoup. Je me tourne vers le professeur Xavier Jeune-Maître, vous qui êtes clinicien, qui avez la responsabilité de prescrire ou de ne pas prescrire des examens génétiques. Je me demandais si parmi vous, vous êtes oncogénéticien, il me semble. Généticien tout court. Généticien. Si vous partagez peu ou prou les mêmes critères quant à la décision de prescrire ou de ne pas prescrire des examens génétiques, ou si vous sentez des divergences, ou voilà. J'aimerais savoir s'il y a des points de dissensus Ouais. entre vous. Voilà. Je vais permettre d'abord dresser un tableau un petit peu général de Mhm. façon à ce que l'audience comprenne qu'en définitive, il y a beaucoup de consultations en France, hein, il y a 150 sites de consultation différents. Donc, avec un réseau, donc on peut imaginer qu'effectivement, d'une pratique à une autre, d'un médecin à un autre, conseiller génétique à un autre, le contact, la façon de faire soit différent, avec des qualités et des défauts. Cela dit, tout ça est encadré par une structure, par l'HAS, par l'INCA, et on a forcément, aussi bien du côté des laboratoires, 26 laboratoires qui sont agréés, que des 150 sites, des agréments quelque part pour faire en sorte qu'on s'adresse à des professionnels qui ne sont pas complètement naïfs dans la problématique correspondante. En France, on a à peu près 100 000 consultations de cancer par an, génétiques, et 40 000 pour des nouveaux cas, des cas index, première famille. Donc, vous voyez que, et dont la moitié, c'est les cancers du sein, qui correspondent à l'épidémiologie plus importante. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est au niveau national, relativement structuré, évidemment avec des variations en fonction des thèmes. Cela dit, il existe des recommandations qui sont faites pour faire en sorte de dire à partir de quand on va, devant une femme qui a un cancer du sein, devant éventuellement un test présymptomatique, proposer un test génétique. En général, c'est des cancers du sein précoces, c'est des cancers du sein qu'on va dire triple négatifs parce qu'en fait, au moment du prélèvement, on voit qu'il manque des récepteurs hormonaux. Ce sont des cancers sur lesquels il y a des antécédents familiaux assez marqués, soit de cancer du sein, soit, comme vous l'avez dit, éventuellement d'autres types de cancers, ou bien
il y a une possibilité de syndrome qui touche non seulement le sein, mais éventuellement d'autres tissus, qui évoquent au médecin le fait qu'il y ait la justification d'un test génétique. Donc tout ça, c'est très encadré. On a ces critères-là. Évidemment, dans ma perception, je peux dire bah, très bien, cancer du sein précoce, c'est 35-40 ans, mais pour certaines personnes, je veux dire 45, d'autres 30. Vous voyez que en fonction de la sensibilité que l'on peut avoir, en fonction de la patiente, de son histoire familiale, en dehors de ces cadres-là, vous allez avoir des indications qui peuvent varier, mais en général, elles sont assez structurées, d'autant qu'on peut établir un score global qui regroupe l'ensemble. Il y a un score qui s'appelle le score d'Eisinger et qui fait en sorte de vous dire à partir d'un certain nombre de points, il est vraiment légitime d'avoir un test génétique. Donc, je dirais qu'il y a un encadrement qui est assez clair et assez peu de variations autour de ça, en tout cas dans ce cadre de réseau professionnel. Après, sur le test génétique lui-même, j'étais intéressé évidemment par ce qui a été dit auparavant. Il y a un panel qui a été là aussi discuté entre professionnels du groupe cancer ou de l'INCa. Pour dire, il y a un panel HBOC qui comprend les 5 gènes majeurs de prédisposition, par exemple, au cancer du sein, mais également, on peut aussi ajouter parfois des gènes de valeur intermédiaire, CHEK2, RAD51 et d'autres, qui font en sorte de donner des prédispositions qui seront moins importantes. Ce qu'il faut comprendre, et j'ai été presque surpris par ce que vous avez dit, nous sommes des mutés. Mais vous n'êtes pas ni des mutés ni des mutantes. Nous sommes tous des mutés. Aucun d'entre nous n'a un génome normal. Nous avons tous des mutations, qui sont certaines pénétrantes, d'autres moins pénétrantes, qui provoquent des maladies rares de l'enfance, parfois des maladies tardives de l'adulte, mais aucun d'entre nous n'est normal. Déjà, ça décomplexe tout le monde. Et donc, de ce fait-là, ça fait en sorte de se dire, nous sommes tous à prédisposition de quelque chose. Et ce que nous découvrons au fur et à mesure des recherches faites par des chercheurs comme ma voisine, par également des groupes et par le séquençage nouveau, c'est que la complexité, en fait, de la prédisposition, c'est pas un gène, une maladie, c'est un gène, plusieurs maladies. C'est pas une maladie, un gène, mais c'est une maladie, plusieurs gènes. Et puis, c'est donc une prédisposition globale que l'on peut avoir en lien aussi avec l'association avec l'environnement. Quand on regarde le cancer du sein, c'est 5 à 10% simplement, vous l'avez dit, je crois, de cancers qui sont à prédisposition héréditaire classique quand on cherche un gène majeur. Mais peut-être que nous avons, et ça, il y a pas mal de publications qui le montrent maintenant, qu'on a des risques qu'on dit polygéniques qui font en sorte que, ah ben non, en plus du cancer, j'ai un gène modificateur, enfin, du mon gène majeur, j'ai un gène modificateur, et éventuellement d'autres petites variations génétiques qui, en dehors de ça, ne feraient pas grand-chose, mais ça, plus ça, plus ça, j'ai une combinaison quelque part délétère. Et on en viendra éventuellement derrière la génétique, la génomie derrière ça. Donc, pour en revenir à votre question initiale, un cadre qui est assez clair, des tests génétiques qui, fonction des laboratoires, peuvent être du HBOC ou du HBOC étendu, et on verra que, compte tenu de ce qu'il y a, les progrès des tests génétiques, effectivement, on va se rendre de plus en plus vers la génomique, parce qu'on aura plus de performance dans le test, avec évidemment des inconvénients de cela, parce que plus on sait, moins on sait d'une autre partie, mais ça, on pourra le détailler. Merci beaucoup. Est-ce que, selon vous, il y a des points dans la loi actuelle qui pourraient faire l'objet de débats ou d'une révision à l'occasion d'une révision de la loi de bioéthique quant à l'élargissement potentiel des indications d'examen génétique? Oui, il y a déjà une révision en 2021 dans le cadre du plan France Médecine Génomique qui fait en sorte de pouvoir avoir accès au génome entier dans le cadre d'indications particulières. Et par rapport à la patiente que vous citiez, qui éventuellement fait partie d'une famille à risque, mais pour lequel un gène n'a pas été encore retrouvé, elle aurait dû, elle aurait pu, ou elle pourrait, avoir accès à un oncogénéticien ou un généticien de façon à ce que son cas soit discuté, fonction de son cas personnel et familial, et de savoir si dans le cadre de ce qu'on appelle des RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire au niveau national, un test génomique ou un test plus limité soit indiqué. Donc je trouve que il y a réellement la possibilité d'un progrès par l'accès du génome. La problématique correspondante est de dire, est-ce qu'on reste dans un cadre qui est le cadre français actuel de on cible un groupe de patients ou de patientes parce qu'on sait qu'elles sont plus à risque de porter un variant génétique
fort et de ce fait-là d'entraîner une surveillance ou une prophylaxie. euh, et donc, quelle est la cost effectiveness, quel est le rapport coût-efficacité derrière de cela, si on dépasse l'aspect humain, mais simplement médico-économique, ou se dire, comme c'est déjà en partie en Angleterre, en fait, si on se place sur un plan populationnel et si nous dépistions toutes les femmes de moins de 50 ans pour un risque de cancer du sein, avec un panel, voire avec du génome entier à bas coût, est-ce qu'en définitive, sur le plan populationnel, à condition d'organiser les soins en aval, et ça c'est évidemment un très lourd tribut, vous l'imaginez, vous pourriez de facto dépister plus de personnes à risque de cancer du sein, par exemple, de cancer de l'ovaire, de ce fait-là d'avoir des surveillances correspondantes ou des prophylaxies correspondantes. Donc il peut y avoir des modèles médico-économiques qui, compte tenu du bas coût maintenant du séquençage du génome, je suis responsable au niveau de l'APHP de réfléchir sur l'infrastructure d'implantation du génome, de la génomique, par rapport aux tests actuels limités dans les laboratoires. Les industriels nous proposent dès cette année ou dans les années à venir une indication de test génomique pour le séquençage uniquement à 100 euros. 100 euros. Vous connaissez votre génome. Il y a 10 ans, 10 000 dollars. Aujourd'hui, 100 euros. Donc, évidemment, alors, après, il y a l'interprétation, il y a le bioinformatique, mais grosso modo, si on regarde l'ensemble du test, ça nous fait du 500 euros. IRM, 300 euros. Tous les ans, tous les 6 mois. Donc, vous voyez que, quelque part, ça peut changer complètement une vision patient ciblée sur le patient versus un accès populationnel. Et donc, il y a là, à mon sens, un vrai outil de réflexion. Je ne sais pas si ce doit être fait, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'inconvénients à cela, mais qui peut se dire, en définitive, on pourrait être plus efficace en termes d'années de vie gagnées par un dépistage populationnel dans un cadre particulier populationnel, plutôt que de cibler uniquement les patientes qui ont un cancer du sein, leurs apparentés ou celles qui sont vraiment à risque compte tenu dans l'environnement familial connu. Et personnellement, c'est une donnée très floue, la famille. Je serais bien surpris de ce que chacun d'entre vous connaisse l'ensemble des antécédents familiaux de votre famille. Évidemment que vous ne les connaissez pas. Parce que, en plus, en particulier pour le cancer, c'est quelque chose qui est du non-dit, de la culpabilité. Et de ce fait-là, il y a. Et donc, vous voyez tous les problèmes qui peuvent se poser. Le génome pose le problème, entre autres, de l'accès à des informations tout à fait nouvelles, parce que quand on fait un panel, on regarde que les parties codantes, il y a tout un tas de variations qui sont autour, qu'on peut regarder, et qui seraient 5 à 10% de mutations non vues. Deuxièmement, l'inconvénient, c'est qu'on trouve tout un tas de variations génétiques dont on ne sait pas quoi faire. Même sur le panel lui-même, on va avoir éventuellement des variations dont on ne sait, qu'on appelle des variations de signification inconnue, dont on ne sait pas donner l'importance et le suivi correspondant. Alors ça, c'est vrai pour un panel de 5 gènes, vous l'imaginez pour un panel de 20 000 gènes. Donc, ça apporte des complications terribles derrière. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Sylvain Bell, avec qui on va aborder une autre finalité des tests génétiques, la finalité vraiment thérapeutique. Donc, vous avez mené des enquêtes auprès de personnes confrontées à des traitements dits personnalisés en cancérologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos enquêtes, sur votre travail? Donc, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais parler un petit peu plus de ce que tout à l'heure on a qualifié de génétique somatique, en tout cas, même si on pourra voir qu'il y a des liens entre cette partie somatique et constitutionnelle. Alors déjà, peut-être une précision sur le terme médecine personnalisée. C'est un terme qui a fait débat, qui continue à faire débat et qui a un certain nombre d'équivalents, de synonymes. Alors on parle de médecine de précision, de thérapie ciblée. Ce que désignent ces termes, c'est l'idée que l'on va utiliser les informations génétiques pour pouvoir orienter les traitements vers des populations sur lesquelles elles seraient plus efficaces. Et
bien sûr, la critique derrière de cette notion de médecine personnalisée, elle vient un petit peu de l'idée qu'il y aurait une médecine qui serait dépersonnalisée par rapport à cette médecine-là, ce qui n'est pas le cas. Mais donc, une fois qu'on a dit ça, il y a plein de manières de cibler ces traitements, de les personnaliser. Soit, bien entendu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va identifier chez des personnes des marqueurs spécifiques et on va donner des traitements en fonction de ces marqueurs. Mais on peut aussi imaginer adapter les traitements eux-mêmes à certaines spécificités des patients grâce au génie génétique. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant de noter, c'est que on a une panel de situations dans lesquelles on a des thérapies ciblées. La situation la plus simple, c'est celle où vous avez un traitement qui est déjà autorisé, hein, et on sait quel marqueur il faut aller identifier chez les personnes malades. Et donc, on peut faire des tests où ce marqueur spécifique va être identifié. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un cas quasiment le plus simple des situations qu'on rencontre. Mais actuellement, il y a toute une zone un peu plus complexe qui existe. Tout d'abord, celle de tous les nouveaux médicaments en tout cas, qui ne sont pas encore des médicaments, des molécules expérimentales qu'on essaye de tester pour identifier ce lien avec un certain nombre de marqueurs. Et donc, des fois, on ne sait pas exactement quel marqueur on cherche. Et donc, il y a une recherche beaucoup plus extensive qui a lieu. Et l'autre situation qu'on a, c'est celle où on se dit que l'identification de ces informations génétiques va permettre d'améliorer la spécificité de certains traitements, limiter certains effets secondaires, et donc on essaye de repositionner des médicaments en fonction de ces informations. Et donc on a une gamme d'utilisation un petit peu floue, où on a des médicaments qui peuvent déjà avoir une autorisation de commercialisation, mais on se pose la question, par exemple, de le donner dans un autre type de cancer, parce qu'on pense que la présence de ce marqueur permettrait d'avoir un bénéfice aussi avec ce médicament. Et donc, vous comprenez que derrière ces enjeux d'accès aux thérapies ciblées, en fait, se posent des enjeux d'accès à une variété de médicaments dont le statut n'est pas tout à fait le même et dont la manière dont on va mobiliser la génomique va se faire de manière assez différente. Soit d'un côté, on sait ce qu'on cherche et on sait pourquoi on le cherche, soit de l'autre, on va être dans une démarche qui va être plutôt de recherche où on va pas vraiment savoir exactement dans quelle direction on va aller et vers quel traitement on va aller. Et donc, pour aller dans ce sens-là, nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que on a vu se développer ces dernières années un certain nombre de programmes de recherche académiques, donc portés par des grandes institutions publiques, soit directement des hôpitaux, soit par des institutions comme l'Institut national du cancer, qui ont cherché en fait à faciliter cette mise en relation entre traitement et information génétique, et donc qui est venu petit à petit, on va dire, brouiller la séparation qu'il y avait entre des traitements standards et une pratique un petit peu plus expérimentale. Et donc, on est un petit peu dans cette situation et le plan France Médecine Génomique, d'une certaine manière, est venu alimenter. Donc ça, on pourra discuter, est-ce qu'il faut ou pas l'alimenter, mais en tout cas, est venu alimenter ce brouillage. Alors, on pourra revenir aussi sur ce terme de brouillage, mais en tout cas, sur ce passage entre des traitements standards et des traitements qui ont des statuts différents, soit des essais cliniques, soit au contraire, comme je vous l'ai dit, ces différences-là. Et donc, en tant que chercheur, on s'intéresse, en tant que sociologue, on s'intéresse à, voilà, à comprendre déjà de manière organisationnelle qu'est-ce que ça signifie de faire passer des patients dans ces cadres différents, parce que vous comprenez que c'est pas tout à fait la même chose de faire un essai clinique que d'avoir un traitement déjà approuvé. On n'a pas le même suivi, pas les mêmes enjeux. Et ensuite, qu'est-ce que ça va impliquer aussi pour les personnes à qui on propose ces médicaments? Justement, sur ce sujet, je sais que c'est un objet de votre travail. Vous parlez des difficultés, des responsabilités nouvelles qui incombent aux patientes et patients dans ce cadre. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Alors oui, effectivement. Donc, déjà, il y a une première chose qui est importante à avoir en tête, c'est que tout ça a énormément évolué. Et en 10 ans, on est passé dans des contextes complètement différents d'accès à ces données génétiques, moléculaires, génomiques, pour en revenir aussi sur... et donc, d'une certaine manière, nos travaux ont montré aussi cette évolution.
Une première évolution, j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on voit, et je pense que les premières interventions l'ont montré, arriver, c'est que il y a maintenant une demande de patients. Elle peut être encore pas énorme, mais il y a une demande de patients d'accéder à des informations génétiques. Et donc aussi, ce qu'on le voit, c'est une responsabilisation aussi des soignants et du système de santé dans leur capacité ou pas à donner accès à ces informations, à orienter les patients vers les bons parcours de soins. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, qui remonte et qui remonte aussi du côté des professionnels de santé, dans certains cas, en disant, bah, nous aussi, il faut, euh, notamment dans des centres un peu plus, on va dire, qui ne sont pas des très grands centres hospitaliers, qui ont des dynamiques de recherche, qui sont comment on arrive aussi à donner et à montrer à nos patients que l'on n'est pas des espaces de seconde zone, en fait, et qu'on est capable aussi d'orienter quand il faut vers ces traitements. Donc, il y a cette responsabilité, ça, c'est quelque chose qui a changé. Ensuite, nous, ce qu'on a montré, c'est que euh, parce que une partie des traitements auxquels ces patients peuvent accéder sont des traitements qui ne sont pas des traitements standards et qui ne sont pas des traitements disponibles partout. Ce qu'on a mis en avant avec des collègues, c'est que ça demande aux patients un travail supplémentaire en plus des professionnels de santé, parfois identifier par eux-mêmes les possibilités de traitement qu'ils ont, pouvoir donner, transmettre des informations aux professionnels de santé, parfois même confronter ces professionnels de santé à d'autres pratiques. Et donc, vous vous en doutez, tout le monde n'est pas apte à rentrer ou n'a pas la volonté aussi de rentrer dans ce type de relation. Et donc, ce qu'on a vu apparaître, c'est une figure un petit peu, nous, qu'on a qualifié d'entrepreneurs de soins, de patients qui sont très informés sur leur maladie, qui sont très volontaristes et qui se retrouvent voilà, à valoriser une certaine manière d'être patient qui forcément pose la question de qui accède à quoi en fonction aussi de sa position et et de ses connaissances. Ça, c'est un premier point, donc cette dimension très volontariste, hein, cette figure de patient actif qu'on a mis en avant. Et peut-être un peu paradoxalement, vous allez me dire, ce qu'on voit aussi, c'est qu'une partie de ces tests sont invisibilisés pour les patients qui accèdent à ces tests, parce que tout ça est rentré dans une forme de routine dans certains centres. Et parfois, pour avoir un test sur votre tumeur, vous n'avez même pas d'examen supplémentaire à faire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour un certain nombre de patients, en fait, tout ça est pris dans la complexité du soin, et notamment lorsque ça arrive à un moment de rechute de la maladie, on est dans des moments complexes, émotionnellement difficiles, et parfois l'information même qu'un test a été réalisé ou va être réalisé passe complètement inaperçue. Et la valeur du test se révèle qu'une fois qu'une information pertinente pour les soins apparaît. Et là, c'est là où il y a un enjeu de complexité, c'est que maintenant on parle de génome entier. Et donc forcément, lorsqu'on fait ces tests, il y a des informations pour l'orientation des soins qui vont potentiellement arriver, mais potentiellement aussi d'autres informations de génétique constitutionnelle qui n'ont pas été forcément anticipées à ce moment-là par ces personnes. Et donc c'est un, un enjeu, en tout cas, de réussir à concilier cette dimension thérapeutique avec ces dimensions constitutionnelles, familiales, héréditaires, hein, qui peuvent ouvrir à de nouvelles complexités. Vous vous doutez que si cette situation arrive dans le cas de cancer pédiatrique, tout ça est décuplé parce que l'enjeu familial est tout de suite très présent et que bien entendu, il est très difficile de refuser un soin qui pourrait sauver votre enfant. On est dans l'impossibilité même de s'opposer à ce type de test. Donc, la prise enfin, en tout cas, l'incorporation de ces tests dans un contexte thérapeutique hein, vient modifier vraiment la manière dont dont ils sont perçus. Euh, voilà à peu près ce que. Merci beaucoup. Je me tourne vers Sandrine de Montgolfier. Je crois que dans le nom de la chaire que vous présidez, il y a le mot démocratie. C'est sur cette question de la participation des patients ou de la participation des citoyens, des citoyennes que je voudrais vous interroger. Quels sont est-ce que vous pouvez dresser un panorama des moyens dont disposent les patients de participer à ces décisions qui les concernent?
C'est un enjeu très important parce qu'effectivement, au-delà de la question de ce dont chacun a parlé là un petit peu, c'est comment il s'est senti dans la consultation, comment le professionnel voilà, essaye d'exposer la complexité des propositions qui sont faites. On voit parfois même que ces propositions sont même invisibilisées. Voilà, comment on fait pour que néanmoins le patient comprenne, alors surtout lorsqu'il y a des choix à faire, parce que parfois il n'y a pas vraiment de choix, mais lorsqu'il y a des décisions à prendre, comment on l'engage dans cette relation de soins pour être capable d'être vraiment en partenariat avec le professionnel. Alors, tu as pu montrer que certains, de manière un peu proactive, le faisaient, et j'ai l'impression que vous étiez toutes les deux très proactives, puisque dans des positions socio-éducatives, contexte professionnel, qui favorisaient aussi cette posture-là, et qui forcément est une chance. Voilà. Mais évidemment, c'est comment on pourrait faire pour incapaciter les autres personnes, les autres citoyens, à être capables d'avoir cette posture un peu de capacité à décider, à participer aux discussions lorsqu'il y a des choix. Alors, pourquoi il doit y avoir des choix? Parce que le test génétique, en particulier constitutionnel, il doit faire office d'un consentement, alors comme tous les soins, mais celui-là, il est un peu particulier parce qu'il doit être signé de la personne. Donc, ça veut dire que quelque part, on va un peu au-delà des autres. On considère que l'information génétique, elle est peut-être un peu différente du reste. Alors ça, c'est un débat qu'on pourrait avoir, mais elle a été pensée comme ça. Et pourquoi? Parce qu'elle engage la personne sur le moment T présent, mais elle engage aussi un certain nombre de choses sur le futur. Par exemple, c'est vrai que moi, je me suis posé la question dans votre présentation, Zina, si vous aviez à l'époque du test en 2013 su qu'effectivement ce gène potentiel, cette mutation, vous risquez d'avoir 20% de risque d'avoir un cancer du sein, comment vous auriez vu les choses? Là, ça s'est passé complètement différemment, l'histoire, on ne peut pas savoir. Mais c'est vrai que de fait, il faut être quand même un peu outillé. Il y a des personnes qui ont le droit de ne pas vouloir savoir. Voilà, on peut vouloir savoir et on peut ne pas vouloir savoir. Et donc là, il y a une sorte de choix qui doit se poser. Et dans les consentements, aujourd'hui un petit peu compliqués en génétique, il y a justement des cases à cocher en disant si on trouve une donnée supplémentaire, là on a parlé de données incidentes, est-ce que j'ai envie de savoir ou de pas savoir, par exemple? Alors, au moment où on vous pose cette question, on est dans ces situations de vulnérabilité dont tu nous parlais, parfois, pas toujours, lorsqu'on sait de l'information à la parentèle, c'est un petit peu différent, mais parfois, quand on est nous-mêmes malades, en rechute, et qu'au moment d'un parcours de soins, on nous propose ça, comment je prends le temps, la réflexion, et qu'est-ce qu'il me faut en termes de bagage pour pouvoir m'engager dans cette décision de vouloir savoir ou de ne pas savoir. Donc là, moi, j'ai fait plusieurs projets de recherche autour de ces questions, mais ce que j'aimerais juste souligner, c'est au-delà de la vulnérabilité, il y a des questions simplement de compétences, on en a parlé. Et la littératie en santé en France, on l'a étudiée au niveau européen, mais en France, elle n'est pas très bonne. Et on sait que 40%, plus de 40% des personnes ont des difficultés à comprendre simplement les éléments d'information qui va lui permettre d'accéder à cette information, de la maîtriser, surtout de la mettre en pratique ensuite. Donc déjà, quand on sait ça, on se dit juste 40%, c'est énorme. Donc comment on va faire, comment on peut faire pour que ces personnes, il y ait quand même, quand la proposition médicale leur soit accessible aussi. Alors on ne va pas tout régler, mais plus ça se complexifie, et en particulier les parcours génomiques qui sont un enjeu un peu de complexité supplémentaire, comme les uns et les autres ont pu l'évoquer, j'ai peur qu'on en perde beaucoup, moi, en cours de route sur ces questions difficiles. Parce que le système de santé risque de pas être... les gens vont abandonner un peu en cours de route parce qu'ils vont trouver ça trop complexe. Et puis, ça met à mal ce concept de consentement, puisque si le concept de consentement, il doit être dit éclairé, voilà, comment on fait pour que l'objet le soit vraiment? Alors, je travaille dans des groupes de travail à l'INSERM et au Plan France Médecine Génomique pour essayer de constituer des supports d'information qui seraient adaptés à des publics variés, parce que les consentements aujourd'hui, ils sont parfois incompréhensibles. Et donc, essayer de voir comment on pourrait faire des documents qui soient un peu simplifiés, voire carrément mis sous un mode plus BD, pour essayer de donner envie aux personnes de s'emparer de ce sujet et de pouvoir décider, en tout cas quand on leur pose une question. Parce qu'en fait, le problème, c'est la question qui leur est posée. Est-ce que je peux répondre à cette question? Par exemple, on pourrait utiliser, il y a des systèmes de faciles à lire et à comprendre. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent là-dedans et qui utilisent ce mode d'écriture pour essayer de rendre accessible l'information.
Et justement, je pense qu'il y a peut-être objet de nouveaux métiers. C'est-à-dire que le médecin, il va délivrer son information, et c'est important qu'il la délivre dans toute sa complexité et sa scientificité, parce que c'est important aussi que voilà, la personne puisse y avoir accès. Mais il y a peut-être au-delà de cette personne des métiers supplémentaires. Il y a déjà eu les conseillers en génétique qui sont arrivés dans notre système de santé et qui ont permis, je crois, de faire une petite étape supplémentaire pour apporter cette information d'une autre manière, à leur manière. Et puis, on pourrait penser aussi, bien sûr, que les associations ont un rôle à jouer. Vous avez évoqué votre rôle que vous avez pris dans le cadre de certains patients qui cherchaient, ou des personnes, des citoyens qui cherchaient à avoir des informations. Et donc, vous avez un rôle à jouer majeur. Mais on pourrait imaginer aussi des transducteurs d'informations pour essayer de faire le lien un peu entre ces citoyens qui vraiment sont très éloignés du système de soins et ceux qui sont tout proches. On parlait là tout à l'heure de dépistage en population. J'ai beaucoup travaillé sur les dépistages de cancer. Donc, il y a 3 dépistages organisés en France. Et dans ces 3 dépistages, on sait qu'il y a une partie de la population qui ne participe pas. Et c'est un vrai enjeu économique, puisque les dépistages organisés du cancer qui ont été pensés en santé publique comme ayant sûrement un bénéfice collectif, ont été pensés si et seulement si une partie suffisante de la population y participait. Ça va être la même chose si on pense demain à un développement du dépistage à large échelle. C'est-à-dire que oui, le coût du séquençage n'est peut-être pas énorme. Le coût de l'interprétation est déjà beaucoup plus important. Mais une fois qu'on a fait ça, c'est la surveillance qu'on va mettre en place derrière qui va avoir un coût majeur. Et si on veut vraiment avoir suffisamment de coûts de soins et de décès évités, il faut que toute la population, enfin une partie de la population assez importante participe. Et donc l'enjeu de pouvoir toucher les personnes qui justement sont soit éloignées du parcours de soins parce qu'ils ont des problématiques socio-économiques complexes, soit parce qu'ils ne sont pas en capacité de comprendre ce que l'on dit, est un enjeu majeur. Et à mon avis, on n'est pas prêt aujourd'hui pour la génomique. Enfin, c'est ma conviction. Et donc, proposer des tests génomiques à large échelle dans un cadre de dépistage généralisé dans certains champs me paraît encore aujourd'hui un peu ambitieux, surtout que je ne crois pas qu'on ait encore bien démontré l'effet populationnel bénéfique de ces tests. Merci, c'est très clair. J'ai envie, pour finir un peu ce tour de table, de vous poser la même question qu'à Xavier Jeune-Maître. Alors, vous avez parlé de métiers supplémentaires, transducteurs, qui pourraient être créés, mais dans le cadre d'une révision de la mode bioéthique, quelles sont les choses qui pourraient évoluer dans ce cadre? C'est une question complexe quand même, parce que je ne pense pas être législateur à moi toute seule. Déjà, avec c'est complexe. J'ai l'impression qu'on a un objet qui est formidable, il faut être très honnête, qui est un peu étonnant. L'objet, voilà, avoir accès à son génome, ça fait un peu... Et à la fois, on voit bien que ça apporte des effets très bénéfiques sur notre système de santé dans des champs très particuliers. Mais effectivement, ça a permis, dans les maladies rares, d'arrêter l'errance diagnostique pour un grand nombre de patients. Ça a permis, en cancérologie, d'avoir accès à des traitements désignés spécifiques. Ça a permis de mettre en place des problèmes de surveillance dans des familles à risque. Donc très clairement, voilà, c'est très clairement positif. Il y a beaucoup d'incertitudes associées. Donc c'est vrai que peut-être que c'est... sur le côté, être humble et ne pas aller trop vite, développer des programmes de recherche ambitieux pour démontrer dans les champs où c'est nécessaire les effets bénéfiques. Ça, je pense que c'est un point essentiel. Et donc pas mettre peut-être dans le soin tout de suite en routine certaines choses, mais d'abord le démontrer. Donc ça, c'est peut-être là un enjeu. Et donc, si je revenais sur la loi de bioéthique qui a été votée la dernière fois, c'est vrai que ce développement un peu large sur cette question des données incidentes qui a été mis en place dans la loi, avec en plus l'information à la parentèle qui a été adossée aussi d'une manière assez d'emblée, me semble être un point, peut-être qu'on pourrait revoir la chose pour être un peu plus honnête. Enfin, j'ai l'impression que les données incidentes, on n'a pas réussi encore à se donner des règles claires. Il y a des règles scientifiques, des critères, il y a plein de choses qui sont faites par les professionnels, toutes les sociétés savantes y réfléchissent, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Néanmoins, je sens que ces débats sont quand même encore un peu compliqués. Voilà. Et sur l'information à la parentèle, j'avais beaucoup travaillé dans un projet de recherche dessus.
et là, il y a un papier là, devrait sortir bientôt. On a étudié plus de 600 cas d'information à la parentèle réalisés par des patients. Et donc, ils ont décrit toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées, toute la manière dont ils avaient réussi ou pas réussi. Là, vous évoquiez le cas d'une parenté qui avait informé toute sa famille d'un seul coup. Ça se passe bien là, dans ce cas-là. Mais parfois, c'est difficile de le faire. Et là, je pense qu'il y a peut-être des moyens supplémentaires à mettre en place pour des cas où vraiment on sait que ça va avoir un bénéfice très fort en santé et pas perdre de l'énergie peut-être sur des données incidentes de quelque chose qui n'est pas dans la famille, qui n'est pas aussi validé que ça et qui nécessite pas tant d'énergie, de pas d'inquiéter tout le monde pour pas grand-chose. Voilà, je pense que là, il y a peut-être un critère de jugement supplémentaire à rajouter en fait. Alors, pour tout le monde, on a eu une séance sur les données incidentes le 12 février que je vous invite à visionner sur notre chaîne YouTube qui s'est déroulée sur le même format que celle-ci. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. On peut rester un tout petit peu peut-être pour 5 minutes de questions que vous pourriez avoir, des questions essentiellement de clarification parce que pour ce qui est des discussions, des débats, ils vont avoir lieu juste après. Merci. Bonjour, moi je suis conseillère en génétique dans les maladies de l'adulte et je voulais revenir sur ce que vous venez de dire par rapport au métier de traducteur. Enfin, c'est vrai que nous, en tant que conseiller en génétique, on essaye de prendre beaucoup de temps pour faire un rendu ou une consultation de génétique, mais le point sur lequel on peut parfois avoir des difficultés, je trouve, hein, à titre personnel, c'est effectivement l'information à la parentèle où on sait pas, on fait des courriers, enfin, moi je donne mes coordonnées pour que ils puissent aussi les transmettre à leurs apparentés, mais parfois c'est difficile. Enfin, en début de consultation, quand on demande comment s'est passé, enfin comment ils ont été informés, très souvent les patients disent bah soit on m'a rien dit, on m'a dit qu'il fallait venir, ou je sais qu'il y a quelque chose de génétique et sans plus. Et là, je trouve qu'il y a peut-être un intérêt à ce que le patient soit accompagné dans la formation effectivement à la parentèle pour que ce soit bien fait avec les bons mots, sans générer trop d'anxiété, parce qu'en plus, comme c'est dans un contexte présymptomatique, il n'y a pas la maladie qui s'est mise en place, et donc il y a un délai d'attente assez long en envisageant tout et n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, l'article dont je vous parlais, là, qui devrait bientôt arriver, et puis j'espère qu'on pourra le rendre aussi accessible à tous parce que c'est intéressant. C'est vraiment une description de plein d'informations à la parentèle réalisées, alors bien ou mal, hein. Et justement, on a bien démontré dans ce process qu'il y en avait plus d'un quart des personnes index qui délivraient cette information, mais de manière très lapidaire, parce que eux-mêmes n'avaient pas bien saisi. Voilà, alors ça ne relate que des IGP faites, enfin des informations parentales faites. Alors évidemment, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas été faites, hein, parce qu'effectivement, il y a des fois, ça ne se fait pas du tout. Mais il y a surtout dans le lot des personnes qui aussi aimeraient le faire, mais n'y arrivent pas. Et ça, faut être très clair là-dessus. Soit parce qu'il y a un blocage psychologique, oh, c'est pas le bon moment, ben ma fille, voilà, elle est en pleine étude, c'est pas le bon moment, elle va bientôt se marier. Enfin bon, plein de conditions qui fait que là, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, effectivement, je pense que l'accompagnement, en tout cas pour certaines maladies où on pense qu'il faudrait mettre des moyens parce qu'il y a un enjeu médical avéré, enfin, il faut aller vite et bien, ben là, je pense qu'il faut faire autrement, sachant aussi que la plupart du temps, l'information dite indirecte ou par les professionnels est moins souvent mise en valeur, alors que dans la loi, elle devrait être proposée. Même dans le consentement, en fait, on dit à la personne, est-ce que vous voulez le faire vous-même ou est-ce que vous voulez le faire par un professionnel? Mais il n'y a pas tout le cas un mitigé au milieu où, en fait, bah, je peux le faire pour ma sœur, mais je ne veux pas le faire pour mon frère parce que je ne le vois plus. Enfin, voilà. Et ça, pourtant, je pense que... Alors, ça se fait dans les consultations, je sais que vous en parlez, mais je trouve que c'est difficile de mettre en perspective un patient qui va dire, oui, je vais le faire moi-même. Il a envie de le faire. Mais est-ce qu'on a étudié avec lui ce qui allait bloquer? Je peux me permettre de donner mon avis là-dessus et de compléter. Euh, il y a une part, et ça a été dit hein, par les intervenantes, de sidération au moment où on reçoit le résultat d'un test génétique. Et donc, toute information supplémentaire ne sera pas retenue. Toute information supplémentaire ne sera pas retenue. Et même celle-ci, la centrale, elle sera incorporée fonction du prérequis qu'on s'est donné. Donc, moi, je milite beaucoup sur les
consultations répétées. Et dans le cadre là de ce qui a été dit auparavant, d'une famille qui était vue par la même oncogénéticienne qui connaissait bien la famille, on voit bien le côté justement répétitif des informations qui font en sorte que derrière, on peut arriver à une prise en charge, à un cadre de soins qui soit, à mon sens, plus facile. Si on voit une seule personne, pas la même fonction de l'équipe, et c'est extrêmement difficile pour les raisons qui viennent d'être dites, pour la personne de transmettre un message qu'elle n'a pas bien compris, ou qu'elle a compris de façon excessive, ou plutôt positive ou plutôt négative. Et il y a aussi la problématique de l'intrusion vers la famille. De quel droit se donne-toi le droit d'être intrusif par rapport à la famille? Et il y a des familles qui sont plus ou moins réfractaires aux soins. Donc, tous ces enjeux-là sont intéressants à discuter. Et de mon expérience de clinicien, la répétition des enjeux médicaux, des consultations médicales, est un des meilleurs moyens, probablement en plus de ce que vous dites, de pouvoir avoir un accès de confiance répété, d'informations sur la famille et de pouvoir transmettre. Quand je pense qu'on pourrait demander à presque toutes les personnes dans notre association, par exemple, le fait qu'on ait la possibilité de laisser aux conseillers en oncogénétique de prévenir la famille, ça, c'est quelque chose que personne n'a retenu. C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps en discutant. Je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir coché ça, alors que, pareil, hein, comme vous le disiez, normalement, je suis quand même quelqu'un d'assez averti et qui est censé comprendre ce qu'elle lit. Et ça, par exemple, c'est quelque chose, mais c'est quasiment général. Personne ne savait qu'on pouvait déléguer à l'institution le fait d'informer les personnes. Et du coup, moi, vos discussions me faisaient rebondir. Moi, je me demandais pourquoi on ne pourrait pas informer, par exemple, les médecins traitants des membres de nos familles et que ce soit elles qui soient voilà, porteuses de ce courrier qui, pour le coup, le courrier, je trouve qu'il est assez clair quand même, assez vulgarisateur. La lettre, elle est bien faite. Mais c'est vrai que ben, moi, comme plein de gens, je l'ai envoyé à quelques membres de la famille que je connaissais. C'était une famille bretonne avec énormément voilà, de frères et sœurs et tout. Et j'ai encore des gens 2, 3 ans après qui me contactent et qui me disent on vient seulement d'être au courant, mais parce que je ne les connais pas en fait, ces gens, et qui comprennent pas bien. Il y en a, je sais, qui ont lancé des tests à Lille et qui ont enfin, j'ai dû leur remplir un papier pour autoriser Curie à donner mes résultats. Et quand moi j'en ai parlé à Curie, parce que du coup on est assez proche il y a des membres du service d'oncogénétique dans l'association, dans le comité scientifique, qui m'ont dit, mais enfin, n'importe quel service demande à Curie des résultats, ils disent on n'a pas, enfin, il n'y a rien à remplir, on les donne. Et donc là, vous voyez, enfin, cette personne de ma famille, elle était déjà dans un processus qui lui paraissait hyper compliqué pour quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et donc moi-même, je n'ai pas très bien compris. Et voilà, mais ça, enfin, concrètement, effectivement, ce point aussi là d'informer les membres de la famille. Enfin, ouais, je pense que là-dessus, il y a quand même pas mal d'améliorations à faire. Juste avant qu'on passe à la deuxième partie, il y a une quarantaine de personnes qui suivent la rencontre dans le chat et Milena va relayer certains des éléments dans les commentaires. Merci. J'ai une question de la part de l'association ROSAP. Donc, si effectivement, actuellement, dans le domaine du cancer, l'HAS évalue les tests compagnons gène par gène, indication par indication, localisation par localisation, son approche n'est pas-elle obsolète maintenant que le séquençage du génome complet de la tumeur est disponible? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est celle de savoir si finalement, au nom d'un manque de littératie, on n'est pas en train de trop infantiliser les gens. Si au nom d'un manque de littératie, on n'est pas en train d'infantiliser trop les gens. Qui veut répondre à la première question déjà? Je n'ai pas bien compris. D'abord, je n'ai pas de bonnes oreilles, puis ensuite, la sono n'est pas très bonne. Donc, la question, c'est pourquoi pas le génome entier versus des panels, c'est ça, si je fais court? Si vous voulez, C'est une vraie question qui va se poser parce que, comme je vous le disais, sur le plan médico-économique, il va devenir moins cher, je dis bien moins cher, de faire un génome entier plutôt que de faire un panel.
Par contre, toute la problématique derrière est l'interprétation de ce que l'on fait, puisqu'on a une information extrêmement vaste, et donc il faut pouvoir... et du stockage potentiel. Une année extrêmement vaste qui fait en sorte que, comme dans le jargon des biologistes, on peut dire on peut faire un panel in silico, c'est-à-dire qu'on regarde simplement les gènes d'intérêt qu'on aurait regardé sur un panel normal, ou bien on peut élargir un peu plus en fonction de l'indication. Donc, et on peut revenir derrière sur les données en fonction de tout. Mais donc, c'est une évolution qui nous est drivée, j'ose dire, par la technologie, plus que par le raisonnement médical, si ce n'est que les informations que nous obtenons, même si ce n'est simplement que sur un panel de gènes à travers un génome entier, donnent éventuellement des variations que nous n'aurions pas vues, qui peuvent être intéressantes, et donnent évidemment aussi à des accès de gènes modificateurs qu'on n'aurait pas vus sur un panel standard. Donc, c'est une vraie question qui va se poser dans l'organisation des soins biologiques dans l'avenir. Pour répondre à la question sur l'infantilisation, je pense que c'est vrai que ça peut paraître un peu dérisoire pour nous qui sommes un peu cortiqués et savons lire un texte complexe. Soyons clairs, je pense que faut quand même avoir conscience qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables. Alors, je me souviens de focus group que j'ai fait moi avec des parents concernés par la génomique en oncopédiatrie. Parmi ses parents, il y en avait beaucoup qui disaient qu'ils n'avaient pas lu les documents qu'on leur avait fournis parce que c'était beaucoup trop dense et beaucoup trop complexe. Et je défie quiconque parmi nous d'avoir regardé les documents que leur banquier leur donnait à signer dans les contrats, quand c'est écrit tout petit en listing comme ça. Et parfois, malheureusement, dans le système médical, en tout cas dans certains projets de recherche et essais cliniques, c'est un peu comme ça que ça marche. C'est des pages et des pages et des pages de documents avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et que je trouve que ce n'est pas responsable de la part de l'institution de dire qu'on fait faire un consentement éclairé lorsqu'on donne un document qui n'est pas lisible par quelqu'un qui n'a pas fait Bac+5. Enfin, voilà, j'explique ça comme ça, mais donc après, évidemment, l'idée n'est pas d'infantiliser les gens en donnant à quelqu'un quelque chose qui serait trop simpliste, alors que la personne est capable et a envie d'avoir de l'information supplémentaire. Donc, il faut arriver à trouver le juste équilibre. Et pour ça, alors j'avais beaucoup aimé, moi, une fois, une proposition qui avait été faite en hématologie pour les greffes, où il donnait un petit livret. Le petit livret, la première partie, c'était la documentation complexe, normale. Ensuite, il y avait un document un peu simplifié, et puis après, il y a un document illustré. Et tout était ensemble. Et la personne, elle pouvait choisir ce qu'elle avait envie de lire et au moment où elle avait envie de le lire, et comment elle avait envie de le lire. Et c'était à elle de décider. Et ça, moi, je trouvais ça très, très intéressant. Parce que malheureusement, c'est pas ça qui est en train de se passer dans le groupe de travail dans lequel on est. C'est vrai ce que la loi dit aussi, c'est que normalement, c'est le professionnel qui doit être capable de comprendre quand il est face à un enfant, par exemple, quel est son degré de maturité et quel type d'information il doit lui donner en fonction de son degré de maturité. Mais est-ce que le professionnel, il connaît le degré de maturité de l'enfant qu'il a face à lui? Donc ça, c'est une question. Et quand il a un adulte devant lui, est-ce qu'il va lui faire l'affront, lui dire, bon, bah toi, tu dois pas bien comprendre, donc je te donne le simplifié? Non, il faut qu'on lui donne accès sur un site simple, par exemple, ou dans un petit ouvrage qu'on lui donne, ou voilà, de pouvoir avoir l'information. La question, c'est pas tant à nous, système de santé, de décider de quelle information la personne a droit, c'est de mettre à disposition pour des personnes qui ont envie de connaître cette information, d'aller la trouver. Et c'est pour ça qu'il faut travailler aussi avec les associations qui produisent plein de supports qui sont adaptés. 100% d'accord avec vous. Si je peux ajouter quelque chose, le temps de consultation est primordial. On peut expliquer aux patients en consultation sur 1 heure plein de choses. On peut avoir un accès par rapport à ses soins, par rapport à sa famille et par rapport aux questions vis-à-vis d'un consentement. Il est évident qu'une consultation d'1/4 d'heure, il est impossible de donner ces informations, même si c'est 2 consultations d'1/4 d'heure répétées avec 2 professionnels différents. Donc la problématique aussi est celle de l'organisation des consultations, même si elles sont revalorisées en consultation de génétique pour faire en sorte d'avoir un peu de temps. Mais moi, je ne rapporte pas du tout à mon hôpital, je peux vous dire. Parce que si je fais les consultations d'1 heure, je fais 5 patients dans la matinée, alors que mon voisin cardiologue d'à côté, il en fait 20. Et pour le même prix. Donc, il vaut mieux pas qu'ils aient beaucoup de généticiens. Et donc, on se retrouve sur le plan médico-économique avec des vrais problèmes par rapport à la pression qui nous est mise pour voir un certain nombre de consultations, par rapport à la qualité de la consultation qui relève réellement de ce que vous avez dit sur l'information que l'on doit donner dans un contexte de test génétique.
Et donc, pour passer en routine, ça semble voilà, compliqué là aujourd'hui. Et malgré tout, il y a beaucoup de spécialistes non généticiens qui maintenant prescrivent le test. Donc, ça pose une vraie question aussi sur ces quarts d'heure aussi. Merci beaucoup à tous les 5. Je vais vous demander de... Je vais pas réussir à faire la synthèse de ce qui a été dit, mais peut-être simplement rappeler dans quel esprit on a organisé ce débat. On ne veut pas, nous, que ces états généraux, ce soit le droit vient légiférer sur les avancées des sciences biologiques et médicales. On veut que ce soit quelque chose de démocratique et de citoyen. C'est pour ça qu'on était très intéressé de commencer la soirée par vos 2 témoignages, de façon à ce qu'on entre par ces 2 nos vies qu'il s'agit, hein, de nos vies individuelles et de nos vies en société, qui rencontrent à un moment donné la médecine et qui nécessitent potentiellement du droit. Mais c'est pour ça qu'on avait le souhait d'avoir des personnes directement concernées, de la médecine, du droit, des sciences humaines, de l'éthique. Il y avait environ une quarantaine de personnes présentes à distance. Je pense qu'on était une cinquantaine. Ce soir, c'est important. Marianne Tavenec nous a rappelé l'importance de ce premier rendez-vous et au moment où on révèle le résultat du test et on donne les résultats et de sa dimension clinique. Dina, elle a souligné à quel point se situe entre 2 extrêmes. D'une part, démocratiser l'accès au génome sans impact clinique et puis d'un autre côté, interdire tout accès au génome en montrant que entre ces 2 extrêmes, il y avait probablement une position équilibrée à trouver. Xavier Jeunemaître, il a rappelé le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui et sa relative clarté. La question qui va se poser sur la question de savoir si on passe, comme dans le 2e exemple, à un dépistage généralisé en population ou de certaines populations dans le futur. Et puis, il a rappelé aussi la complexité, un gène, plusieurs maladies, une maladie, plusieurs gènes, l'environnement et évidemment l'impact de l'environnement et des mutations avec une signification encore inconnue. Sylvain, il nous a rappelé la thérapie ciblée, le brouillage que ça peut occasionner quand on est entre le traitement et la recherche, et la demande des patients d'accéder, et encore une fois, les complexités qui peuvent intervenir dans ce champ. Et enfin, Sandrine a rappelé le fait que le test génomique à large échelle dans des dépistages de pathologies, à son avis, la société française n'est pas prête aujourd'hui, notamment pour des questions de compétences et de complexité et probablement d'efficacité aussi. Dans le débat, je trouve que sur la situation d'Hugo, d'abord, les 2 premières réponses du panel, elles étaient intéressantes parce que les 3/4 quand même des répondants disait que Hugo devrait avoir accès à cette information qu'il demande. Et en même temps, on était aussi les 3/4 du panel à considérer que c'était au médecin d'apprécier la pertinence de réaliser ce test. Et je trouve que le fait qu'un sur 2 dans le panel soit convaincu qu'en cas de refus du médecin, Hugo aille chercher un test ailleurs donne quand même le sentiment qu'on est à un moment certes de bascule scientifique. Les prix de ces examens sont beaucoup moins chers, mais que la disponibilité d'un certain nombre d'informations médicales par des canaux qui, qui contournent la médecine traditionnelle ou l'accès traditionnel à la médecine peuvent venir bouleverser les choses. Sur le dépistage en population générale, la salle, elle était très divisée, 50-50. Par contre, les arguments étaient intéressants. Le oui, ça vous semble, pour la moitié d'entre vous, une mesure efficace de santé publique. Et pour les arguments contre, le défi logistique, organisationnel, psychosocial et financier difficile à relever. Donc moi, je retiens en fait de ce débat une stratification de questions. Il y a d'abord la clinique, et je trouve que votre témoignage, il l'a particulièrement bien rappelé, que ce soit pour des patients au stade asymptomatique ou présymptomatique, ou dans l'exemple que tu donnais avec des patients qui sont porteurs et qui ont déjà exprimé une pathologie. Je trouve que là, cette dimension clinique, est-ce que on est reçu, est-ce que c'est la même personne que je vois au moment du prélèvement, au moment du résultat, la question du tutoiement et du vouvoiement, enfin toute cette, voilà, de cette qualité de la rencontre clinique à ce moment-là,
vous avez rappelé son caractère essentiel. Ensuite, il y a le niveau de la santé publique, qui est plus celui de la clinique individuelle et de la question de savoir s'il est, d'un point de vue médico-économique, pertinent d'aller détecter des modifications, soit chez des patients à risque, soit dans une population plus large. Il y a la question de la recherche qui est revenue à la fin du débat, qui est présente. Et puis, il y a la question pour la société. Alors, vous aviez pointé la question des stigmatisations, des discriminations possibles. Est-ce que la société est prête? Est-ce que la société considère que c'est souhaitable et acceptable? Et comment ça la modifierait, cette société, de savoir qu'en son sein, on est, vous l'avez dit, tous mutés, donc tous porteurs d'un certain nombre potentiellement de mutations à signification connue ou inconnue. La stratification, moi, de ces risques, il y a la clinique, la santé publique, la recherche et la société, me fait quand même que se pose au fond la question qui décide. Et j'ai trouvé que c'était un peu l'intérêt, je trouve, des cas que Paul Lou nous a amené à réfléchir, un cas individuel avec une demande individuelle et un cas collectif où on propose un dépistage. Alors, on ne va jamais l'imposer, on va le proposer, on peut éventuellement pousser. Je trouve que la question de savoir voilà, qui va décider, est-ce que ce sont des demandes individuelles dans une relation médecin-malade qui doivent davantage être entendues? Est-ce que c'est une demande de dépistage de certaines pathologies, de certains risques largement et des réticences? La question, là, moi, elle me semble un peu démocratique. Et quel pouvoir on donne à la médecine, au raisonnement médical pour répondre à cette question? Et quels autres arguments on peut entendre? Donc voilà, il est tard, on a bien travaillé. Merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants. Merci à Paul Louvel-Dubuc pour l'animation de ce débat, à Milena qui a relayé le chat. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour un autre atelier de bioéthique. Vous avez le programme sur le mini-site espace-éthique.org. Il y a une rencontre tous les jeudis soirs à 18h15 jusqu'à fin avril. Et hors les murs également, sur ce mini-site, vous trouvez toutes les dates et tous les sujets. Merci à tous, bonne soirée.